Bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir à Aix-en-Provence et au nom de l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont je suis la directrice, je vous souhaite la bienvenue à vous, les 160 participants venus de toute la France. L'événement affiche complet, mais est retransmis sur YouTube, donc bienvenue également à tous ceux qui nous suivent en direct ou en différé d'ailleurs. Voilà. Alors, nous voici donc réunis pour les 17e Journées nationales du patrimoine écrit, organisées et souhaitées par le ministère de la Culture, en copilotage avec la DRAC, la ville d'Aix-en-Provence et l'agence. Je remercie à cette occasion sincèrement Aurélie Giordano et Myriam Olivier pour leur implication, ainsi que Julie Lemestre et toute l'équipe de l'agence. Alors, l'agence est née en 2003 et le premier plan d'action pour le patrimoine écrit, lancé en 2004, les résultats de l'étude de l'état des lieux en région étaient présentés ici même en 2005. S'en sont suivies plusieurs initiatives, réunions, projets. Maintes fois, nous avons entendu l'absence supposée d'appétence des professionnels en région pour le patrimoine écrit qui empêcherait un travail concerté. Provence-Alpes-Côte d'Azur restait désespérément vide sur la carte des actions patrimoniales régionales, malgré le fort appui de la direction coopération de la BNF. C'est suite à l'étude de 2017 sur les fonds imprimés patrimoniaux et manuscrits restants à signaler et à la stratégie signalement 2025 du ministère que ce ministère a confié obligatoirement et de son plein gré une mission patrimoine à l'agence, qui a démarré en 2019. Avec un recrutement, un approfondissement de l'état des lieux de 2017, la création d'une commission patrimoine qui réunit plus de 30 membres, l'aide précieuse de la FIL, dont je salue ici la présence de Delphine Henry, la déléguée générale, et la mise en place d'une stratégie pluriannuelle, l'agence a répondu tous les ans à l'appel du fameux PAP et fait bénéficier des financements du ministère 24 bibliothèques de la région, à qui ces financements ont été entièrement dévolus. Sur les deux premiers PAP, le troisième est en cours et le quatrième déposé, les projets de signalement ont permis de cataloguer et de publier au CCFR un total de 12 448 exemplaires pour les imprimés antérieurs à 1830 et de 22 inventaires, soit 9 815 composants pour les manuscrits. Parallèlement, nous avons organisé 8 formations et journées professionnelles qui ont concerné 98 personnes. La formation est un axe fort de la mission patrimoine de l'agence. Dès le premier PAP, le choix a été fait de mettre en place une formation EAD Tapir pour les 5 BMC de la région, donc pour mémoire Aix, Avignon, Carpentras, Marseille et Nice, et la BM exceptionnelle de Grasse. Ceci a permis ensuite de nouer un partenariat avec la bibliothèque municipale classée d'Avignon, qui est devenue notre relais régional pour la formation Tapir des autres bibliothécaires, en lien étroit avec la Bibliothèque nationale de France, avec laquelle nous avons par ailleurs conclu, ainsi qu'avec la DRAC, une convention de pôle associé. Cet axe doit être développé dans notre prochain PAP, qui déploiera un cycle de 6 formations, en lien avec les préconisations du ministère concernant le catalogage des livres anciens, le traitement et le signalement des manuscrits, la conservation préventive et les plans d'urgence. Nous accompagnons les bibliothèques plus largement, qu'il s'agisse d'atteindre les prérequis nécessaires pour le signalement, diagnostic, classement, dépoussiérage, ou de porter conseil pour des projets au reversement au CCFR. Par exemple, tout ça est très précis, 8633 notices reversées au CCFR avec l'aide de l'agence hors projet PAP. Le ministère a donc souhaité poursuivre la décentralisation des Journées nationales du patrimoine écrit et a choisi comme thème l'iconographie, à l'approche de la clôture du plan de signalement 2025. Nous sommes très heureuses que le comité de pilotage ait validé l'idée d'un programme d'envergure nationale sur 2 jours, et non un jour national, un jour régional. L'iconographie le mérite, des questions de définition passionnantes aux interrogations incontournables, comme pour le signalement, en passant par les questions novatrices comme l'intelligence artificielle et la fouille d'images. Les régions le méritent également, car c'est en nous réunissant que nous aurons, in fine, accès à un patrimoine écrit qualifié le plus exhaustif possible. Rappelons qu'en 2017, l'étude du ministère soulignait que 50% des documents patrimoniaux se trouvaient en région. Si, pour l'instant, aucun des projets de l'agence n'a porté spécifiquement sur de l'iconographie non plus que sur la valorisation, à l'exception des expéditions imaginaires créées il y a fort longtemps à l'occasion de Marseille-Provence 2013 autour de la numérisation des Robinsonades conservées à l'île aux Livres, le département jeunesse exceptionnel de l'Alcazar, il existe en région de nombreuses initiatives réalisées, expositions ou bibliothèques numériques.
comme Aix-en-Provence, Grasse, Nice, Culturissime du département des Hautes-Alpes, Hyères, ou en projet comme Digne, avec la maison Alexandra David-Nel, Arles, Toulon, Antibes, sans compter les artothèques exceptionnelles de Miramas ou encore Grasse. À notre époque si centrée sur l'image, une valorisation iconographique pointue et fine est une occasion exceptionnelle de mettre en lumière les bibliothèques elles-mêmes pour la richesse des collections qu'elles abritent et de tisser des partenariats avec les musées en particulier et les archives, bien entendu. Alors, grâce aux 22 intervenants présents pour ces journées et que je remercie vivement, pourra-t-on dire que l'image aura le dernier mot? Élément de réponse pendant ces 2 journées et conclusion très provisoire demain soir. Merci beaucoup pour votre confiance. Donc j'appelle Madame Sylvaine Di Caro Antonucci. Vous êtes 2e adjointe et vous représentez Madame Sophie Joissin, maire d'Aix-en-Provence et vice-présidente de la culture de la région. Et vous êtes en charge notamment, ça intéresse beaucoup les bibliothèques, de l'intergénérationnel et des relations avec les habitants et du suivi et développement de ce quartier Sextus Mirabeau. C'est donc parfaitement justifié et intéressant que vous soyez là aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Bonjour tout le monde, juste 2 petits mots, car je n'ai pas prévu de faire un discours. Madame le maire étant empêchée ce matin, donc elle m'a prié de venir vous saluer et puis de vous souhaiter 2 belles journées ici, dans ce lieu où j'ai l'honneur et le privilège d'être le maire du quartier, effectivement, Sextus Mirabeau. Je suis là pour écouter. Merci. Bonne journée. Pardon. Nous accueillons maintenant Madame Bénédicte Lefeuvre, qui est directrice régionale des affaires culturelles. Madame la première adjointe, chère Léonore de Nussac, cher Nicolas Georges, mesdames, messieurs, c'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Aix-en-Provence. Je dirais que c'est à la fois un plaisir parce que ça marque l'importance de l'action de l'État en région dans une communauté scientifique. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Mais c'est également un plaisir et un honneur dans la mesure où votre spécialité, la spécialité du patrimoine, est devenue essentielle à la vie publique, à Paris comme en région. Le récent exemple de ce qui s'est passé en Bretagne avec l'archéologie, mais ailleurs aussi, montre le besoin essentiel de vos travaux scientifiques, normatifs, plus tard réglementaires, à la fois pour analyser le passé, dire ce qu'est la science, s'éloigner de l'émotion, s'éloigner de l'amateurisme, qui est une véritable gangrène pour tous les gens, pour tous les spécialistes qui travaillent sur le patrimoine. C'est donc avec un grand plaisir que nous ouvrons avec Nicolas cette séance. Il vous appartient, en tant que spécialiste, de revendiquer que les sciences patrimoniales sont une approche scientifique et qu'elles doivent conduire à un éclairage à la fois de nos élus qui montrent un appétit, une appétence et une bienveillance vis-à-vis des sciences patrimoniales et également de l'ensemble de la collectivité, notamment médiatique. On le voit, les réseaux sociaux sont une véritable caisse de résonance de l'absurde quand il s'agit de faire parler uniquement l'émotion sans raison, sans prendre en considération l'ensemble des prescriptions, des normes et des règlements qui ont été édictés patiemment par vous, par vos collègues et par l'ensemble des académies patrimoniales qui veillent à l'écriture d'une histoire scientifique de ce pays et à l'application, à la génération de normes pour l'ensemble de nos conservateurs en région, de nos conseillers livres, de nos conseillers musées, qui doivent revendiquer chaque fois qu'il est nécessaire cette approche scientifique pour se protéger de l'obscurantisme. Alors, mesdames, messieurs, je vous souhaite de bien réfléchir, de bien travailler et de bien nous éclairer, nous, les responsables d'une politique nationale en région, alors que nous sommes en permanence confrontés à l'émotionnel ou à un déni de ce qu'est l'activité scientifique dans l'essence du patrimoine de ce pays. Merci.
Madame l'adjointe, chère Bénédicte, chers collègues, voilà un vigoureux et important plaidoyer pour non seulement le patrimoine est une valeur importante dans ce pays pour tout le monde, mais pour son approche scientifique. Et ça m'intéresse parce que lorsque j'ai on m'a proposé d'être directeur du livre il y a déjà maintenant bien longtemps et sans doute trop longtemps, un certain nombre de membres du cabinet m'ont dit mais pourquoi vous voulez être directeur? Vous êtes scientifique. Donc, vous voyez, tu vois, on part de loin aussi, même au ministère de la Culture, comme si, effectivement, les qualités scientifiques ou le fait d'avoir une approche de nos métiers de manière rationnelle s'opposait à ce qu'on puisse, en effet, exercer des fonctions de direction dans ce ministère. La thématique retenue aujourd'hui pour nos journées professionnelles s'inscrit pleinement dans l'actualité d'une société où l'image tient une place de plus en plus prépondérante. Image le plus souvent animée, fixe, présente dans nos espaces urbains, dans nos téléphones portables, et qui constitue de véritables banques d'images. Les nouvelles technologies, de nouvelles perspectives ont été également abordées, l'intelligence artificielle, la fouille de données, et les professionnels que vous êtes, qui sont chargés d'identifier les vraies images, devront bientôt essayer d'identifier les fausses. C'est un challenge, là aussi, assez amusant. Il a semblé donc pertinent de traiter cette année des fonds iconographiques dans nos bibliothèques sur le territoire, un sujet vaste qui ne va pas d'ailleurs s'en poser de questions de définition, de périmètre. Et Michel Melot, qui nous a tant éclairé, nous éclairera encore aujourd'hui et apportera, à n'en pas douter, des réponses dans sa conférence inaugurale. Il s'agit d'un pan de nos collections documentaires qui peut être matière à interrogation de la part de nos collègues bibliothécaires qui sont souvent confrontés à des fonds massifs de grande ampleur, pas toujours bien classés ni ordonnés, rarement signalés dans leur intégralité, et qui sont pourtant susceptibles d'intéresser beaucoup de nos concitoyens qui peuvent les voir dans vos expositions et de plus en plus de façon dématérialisée. L'ambitieux plan de signalement que nous avons lancé avec vous tous et la Bibliothèque de France, et qui vise à s'achever en 2025, permettra, nous l'espérons, de terminer une opération qui était lancée au XIXe siècle, rappelez-vous, le catalogage des manuscrits et des imprimés antérieurs à 1830 et conservés dans les bibliothèques territoriales françaises. Mon collègue Jérôme Belmont aura l'occasion de vous présenter tout à l'heure l'avancement de ce plan ce matin. Alors mes collègues écrivent « Il est indubitable qu'une fois ce chantier achevé, il sera pertinent d'attaquer le terrain quasi vierge des fonds iconographiques où de belles trouvailles restent encore à faire. » Et si nous avons mis plus de 150 ans pour décrire les fonds de manuscrits et d'imprimés anciens, je n'ose réfléchir au délai qui nous reste pour ces fonds iconographiques qui présentent des enjeux tout à fait redoutables du point de vue du signalement scientifique. Outre la question du signalement et de la numérisation de ces documents, celle de leur valorisation sera également abordée au cours de ces journées, avec notamment la question du cadre juridique dans lequel elle peut se faire, notamment pour ce qui touche à la libre réutilisation des images lorsqu'elles sont protégées par le droit d'auteur. Et le ministère, vous le savez, est vigilant de ce point de vue-là, d'autant plus, encore une fois, que ces nouvelles technologies, en tout cas ces nouvelles formes d'exploitation, qu'il s'agisse de la fouille de données, de la description par intelligence artificielle, posent de ce point de vue-là des questions tout à fait nouvelles auxquelles des réponses ne sont pas d'ailleurs totalement apportées. Je voudrais signaler deux initiatives récentes qui peuvent éclairer également vos travaux de ce point de vue-là au ministère de la Culture. Parmi d'autres points d'actualité qui vous seront présentés dans quelques instants, en effet, il faut souligner, me semble-t-il, le fort engagement de notre ministère dans le processus de réparation, de restitution des biens culturels spoliés dans la période des années 30 jusqu'à la fin de la guerre. Vous le savez, un projet de loi, si vous suivez l'actualité, est actuellement en cours d'examen par le Parlement à l'Assemblée nationale. Après un vote en première lecture au Sénat au mois de mai dernier, ce projet de loi cadre, s'il est adopté, facilitera grandement les restitutions aux ayants droit des personnes spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont été et sont encore fortement mobilisés par ce chantier d'identification, de signalement aussi,
de catalogage de documents issus de spoliations présents dans vos collections, et il faut vraiment saluer leurs efforts et leur implication dans ce travail de mémoire et d'histoire de la constitution de nos collections. Une autre priorité actuelle du ministère concerne la rédaction de plans d'urgence en bibliothèque territoriale. Le rapport publié par nos collègues de l'Inspection générale au mois d'août 2022 a souligné le retard des bibliothèques françaises en la matière. J'ai été moi-même conservateur des musées dans une vie plus ancienne. Je sais que les musées sont bien en avance sur les bibliothèques de ce point de vue-là. 80% des bibliothèques ne sont pas dotées de plans d'urgence à ce jour, donc on peut signaler les collections tant qu'on veut. Si effectivement les conditions de conservation ne sont pas là, ce sera du travail en pure perte. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité créer au sein du département des bibliothèques, chez Jérôme Belmont précisément, un poste tout à fait spécifique chargé des plans d'urgence en bibliothèque territoriale. Notre collègue Michel Régam a été nommé en janvier 2023, aura désormais la responsabilité de mettre en œuvre ce plan d'action en faveur des plans d'urgence, et Jérôme y reviendra tout à l'heure dans son introduction, dans son panorama. C'est une information importante pour les réseaux de conservateurs que vous représentez. Avant de lui céder la place, donc à Jérôme, je tiens ici à remercier les intervenants à ces journées, bien entendu, tous ceux qui vont s'exprimer devant vous, animer ces débats, les organisateurs et au premier plan, les équipes de l'Agence régionale du livre Provence-Côte d'Azur qui ont assuré avec beaucoup d'efficacité l'organisation de ces journées, ainsi que la ville d'Aix-en-Provence qui met à notre disposition ce bel auditorium. Ça fait 2 fois en 6 mois que je viens à Aix-en-Provence. La première, c'était au mois de janvier pour les assises de l'édition indépendante. C'est avec beaucoup de sympathie, en tout cas, que je reviens dans votre ville, Madame l'adjointe. Je tiens à saluer publiquement l'engagement de la ville d'Aix en faveur du livre et de la lecture. Je sais tout l'engagement de votre maire sur ce sujet, concrétisé notamment avec l'ambitieuse rénovation du site central des Allumettes, le projet de création de la Maison des Écritures contemporaines. Je sais aussi la qualité du travail des équipes de la bibliothèque Méjeanne pour signaler, valoriser les collections patrimoniales qui y sont conservées, comme le dynamisme de l'agence régionale que j'ai citée tout à l'heure, depuis le lancement de sa mission au service du patrimoine écrit de cette région. Le choix d'Aix-en-Provence était tout à fait naturel, nous semble-t-il, pour la tenue de ces journées du patrimoine écrit, les 17e, je crois, depuis leur création. On en a parlé hier, mais je n'ai plus le compteur en mémoire. Alors, il fut un temps où j'ai failli, où j'aurais pu, à la place d'être directeur, être responsable de fonds iconographiques, puisque Jacqueline Sanson, si importante pour notre bibliothèque nationale, que je connaissais par ailleurs, m'avait proposé de venir diriger le département des estampes. Elle m'avait fait rencontrer le président Jean-Noël Jeannet pour ça. J'ai eu un entretien avec Jean-Noël Jeannet, toujours intéressant, où il a été question de tout à fait autre chose que des fonds que j'étais censé conserver. Mais les conditions qui m'étaient faites ne me plaisaient pas. Alors, comme je suis un homme indépendant, j'ai dit que je refusais. Donc Jacqueline Sanson a été absolument outrée et m'a répondu « On ne refuse jamais une proposition comme celle-là. Vous ne viendrez plus jamais à la Bibliothèque nationale de France. » Vous voyez que sa prédiction est réalisée. Je ne suis plus retourné à la Bibliothèque de France et j'espère que je n'y reviendrai pas. Néanmoins, même si j'aurais pu m'en occuper et que je ne m'en suis pas occupé, j'ai toujours gardé un œil, en tout cas sur ce pan de nos activités, sur ce massif important du travail des conservateurs en matière de description, et j'assisterai bien volontiers et avec beaucoup d'intérêt à cette première journée. Je ne serai pas là malheureusement pour la deuxième. Je vous souhaite de ce point de vue-là des travaux importants, travaux qui réunissent aussi bien des conservateurs de bibliothèques que des collègues des archives, que je tiens aussi à saluer, des directions d'archives départementales, mais également des musées. C'est un programme transversal, comme on dit, chez nous. Il s'adresse à beaucoup de monde. Il est d'ailleurs retranscrit. Je pense que pas mal de nos collègues de l'ensemble de ces métiers seront là pour nous regarder et nous écouter. Excellents échanges à Aix-en-Provence, aujourd'hui et demain.